Elles sont animatrices, journalistes, chanteuses, cuisinières, directrices d'entreprise. Elles ont toutes le point commun de s'être imposées dans des milieux encore très masculins. Dans la tête de tous, c'était mon frère qui devait être cuisinier, pas moi. Je ne fais pas aucun dictat de la mode. Je suis inclusive depuis toujours. On pardonne moins à une femme de vieillir qu'à un homme. Ce sont toutes des femmes actuelles. Adriana Carambeu est de passage à Paris 48 heures. Elle me donne rendez-vous dans un hôtel près de la Madeleine un vendredi soir. Soudain, je la vois débarquer dans le hall d'entrée. Elle se confond en excuses. Elle a plus d'1 heure de retard. Mais je la pardonne vite. Elle m'offre un verre. Nous avons pris place dans un coin du bar de l'hôtel. Alors ne soyez pas étonnés si vous entendez des bruits derrière. C'est juste la bartender qui secoue les cocktails. Alors bonjour, aujourd'hui je me trouve avec Adriana Carambeu. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer. Ça va très bien, merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu où on est ? Bon, on ne va pas donner l'adresse, mais où on se trouve ? Nous sommes chez moi. Nous sommes chez moi parce que je suis dans un hôtel parisien. Les hôtels, c'est chez moi depuis 30 ans. J'habite dans les hôtels depuis 30 ans. Mais à chaque fois que je rentre dans une chambre d'hôtel, je suis chez moi. Et c'est pas fini car même dans ma vie privée, j'ai construit un hôtel. On va en parler. Je suis quand même chez moi, mais dans un hôtel. L'hôtel, c'est mon destin, je crois. Donc, c'était logique de se donner rendez-vous ici, en tout cas. Voilà. Alors, ce podcast, il s'appelle « Femmes actuelles ». Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, femmes actuelles ? Est-ce que vous avez l'impression de faire partie de toutes ces femmes actuelles ? Femme actuelle, c'est quelqu'un qui est dans le temps, qui vit avec son temps, qu'elle est bien intégrée dans son époque et qui se débrouille bien, j'imagine. Une femme forte, je vois, femme actuelle. Ça semble bien vous définir. C'est vrai que ça fait presque 30 ans qu'on vous connaît, que vous êtes une personnalité médiatique et vous restez une femme actuelle. Vous avez traversé les 30 ans. Elle a survécu. Non. Je sais pas, c'est vraiment... c'est pas ma faute, hein. Je sais pas si je mérite, si j'ai des mérites dedans. Parce que franchement, vous avez de temps en temps... construire ça. Oui, mais je peux rien construire. En fait, finalement, je me demande comment c'est possible de temps en temps. En plus, je suis pas française. C'est très bizarre. Vous avez su sans cesse vous réinventer pour durer, saisir les opportunités, construire. Encore une fois, je vais vous décevoir parce que j'ai pas fait exprès. En fait, je mène ma vie comme je pense que je devrais, ou je me laisse guider par mes tripes par rapport à comment je sens la situation ou les propositions de travail. Je le gère de cette manière. J'ai pas un métier vraiment défini. Du coup, c'est compliqué. Et tous les engagements que j'ai faits, c'est quelque part aussi des défis pour construire ma propre personne. Mais en plus, je suis pas du tout ambitieuse. Ah, alors justement, c'est très bizarre. Des choses que ça, c'est la chose la plus j'avais cette incroyable. Image-là de vous, que vous vouliez réussir, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Juste, c'est tout contraire. Et c'est à chaque fois, mon ex-mari me dit à chaque fois, mais vas-y. Non, mais moi, il me faut me pousser parce que il faut me pousser. Mais bref, je me suis quand même pas mal débrouillée. Non, je pense que vous êtes pas mal débrouillée malgré tout. On va revenir à votre enfance. Vous avez grandi, vous dites, dans un pays qui n'existe plus, puisque c'est la Tchécoslovaquie. Quels souvenirs vous gardez de cette enfance ? Est-ce que c'était une enfance joyeuse ? C'est un mélange. C'est vraiment un mélange. C'est comme si j'ai vécu deux vies en parallèle. Une enfance très joyeuse et heureuse avec mes grands-parents et avec ma maman et ma sœur. Et puis une qui était un peu tachée. Et c'est une relation avec mon papa qui était compliquée. Et elle est toujours. Donc, de deux côtés. Donc, je pense que j'ai vécu le presque pire et le meilleur en même temps. Donc, dès qu'on évoque mon pays de naissance, ces souvenirs reviennent. Les moments que j'ai passés avec mes grands-parents, c'est toujours des moments de pur bonheur. C'est là où je me ressource à chaque fois où j'en ai besoin. De temps en temps, je plonge dans les souvenirs comme ça et après, je ressors bien. C'est marrant. Vous retournez parfois sur les lieux qui ont marqué votre enfance. Vous avez besoin de ressentir des parfums, des émotions, de revoir des paysages. Mes compatriotes slovaques vont pas aimer ce que je vais dire, mais je ressens pas ce besoin de revenir. Car le pays que ex-Tchécoslovaquie est devenu, c'est un nouveau pays. C'est le pays que je connais plus. Le pays a changé pour le meilleur. Hein.
bien évidemment pour le meilleur, mais je retrouve plus les repères. Et aussi la maison où j'ai grandi avec mes grands-parents, ma mère l'a vendue. Du coup, il n'y a vraiment aucune attache. Et oui, c'est dommage. Donc, ce qui me sauve, c'est mes souvenirs. Qu'est-ce que vous vouliez faire, enfant? Alors, je voulais devenir danseuse de lido. Ah oui? Et pourquoi donc? Pas lido tout exactement, mais danseuse de cabaret. Car en ex-Tchécoslovaquie, c'est vrai, on avait de la télé. Jusqu'à mes 18 ans, c'était la télé noir et blanc. Mais on avait des images, vous savez, on était coupés du monde entier. Mais des images qui pourraient éventuellement venir des pays étrangers, c'était surtout Allemagne. Il y avait beaucoup de cabarets, je ne sais pas pour quelle raison. À ça, on avait droit. Notre plus grand divertissement à l'époque, c'était des cabarets. On voyait des danseuses. Et moi, c'était mon rêve, mais absolu. Je voulais devenir une danseuse qui est habillée avec des plumes et des costumes incroyables. Je voulais être ça. Ah non, mais c'était mon rêve incroyable. Pour l'anecdote, j'ai fait la première saison des Danses avec les stars. En France, mais j'étais archi nulle. Ça veut dire que dans vous mes avez rêves, quand même terminé. Oui, je donne quatrième, mais par miracle. Je crois, oui. Je vous dis, c'est juste parce que je sais pas, les gens ont voté ils ont pour voté moi. Pour vous, mais non. Mais parce qu'ils sont hyper gentils et indulgents avec moi, mais je méritais même pas du tout. Et mais moi, dans ma tête, puisque c'est le rêve de ma vie, pour moi, je suis très forte en danse. Pour moi, c'est cette émission. Non, mais grosse déception. Et même, non, parce que je me suis vraiment entraînée, j'ai tout donné. Et comme j'ai commencé de tailler le jury à l'époque. Le jury, ils m'ont taillé, j'étais Chris Marquez vous a taillé, j'imagine. Hyper déçue et triste. Et là, je me suis pris une tarte, mais alors pas possible. Et je me suis dit, voilà, tout ce qu'on imagine, ce n'est pas forcément vrai. Et voilà, mon rêve s'est écrasé, mais en mille morceaux. Bref, anyway. Donc, ça, c'était ma première option danseuse de cabaret. Et après, je voulais être vétérinaire. Et le troisième, après, comme j'étais un peu plus mûre, je voulais être médecin, bien évidemment. Et vous avez débuté des études de médecine? Oui, j'ai fait 3 ans de médecine à l'université Charles IV à Prague. Parce que ma mère l'a fait, elle m'a toujours parlé de son métier. C'était tellement beau que je ne pouvais pas imaginer un autre métier. Est-ce que quelque part, vous regrettez que cette carrière, elle ait été avortée, cette carrière de médecin? J'ai jamais regretté ça. Mais j'ai vécu... Vous imaginez pas, en fait, d'où je sors. Je sors d'une petite ville de 1000 habitants. Après, je fais les études à Prague. C'était très dur. C'est la chose, je pense, que la plus dure que j'ai jamais fait. Et d'un coup, c'est comme si je me suis fait téléporter en France et en Italie. Comment ça s'est passé? C'était quoi le point de départ? Le point de départ, c'est je suis dans la 3e année de médecine et je suis partie acheter mon maillot de bain. J'ai toujours, c'est un maillot de bain en rayures parce qu'il a fallu passer le test de premier secours et dans l'eau aussi. Et donc, j'achète mon maillot de bain, c'est une affaire d'état parce que j'avais pas d'argent. Du coup, le maillot de bain, c'était compliqué. C'était compliqué pour vraiment économiser l'argent pour pouvoir acheter un maillot de bain, bref. Donc j'y vais, c'est une mission pour moi. Et d'un coup, il y a un scout, ça s'appelle des chercheurs de tête, qui me parle et qui me parle anglais ou français, j'en sais rien, je parlais pas. Donc il m'explique des choses que je comprends pas. En plus, je suis maladivement timide. J'ai du mal, j'étais mal à l'aise, mais il me montre une queue de filles qui attendent quelque chose et il m'amène, il me traîne carrément là-bas. Puisque c'était le jour, je suis allée quand même avec lui et il m'amène au cœur d'un concours. Donc il me met devant, j'ai vu le jury, je sais pas ce que c'était, je marchais un peu et c'était terminé, je suis partie. Et le lendemain, il m'amène un billet d'avion. Incroyable. Pour aller à Paris. Et je lui dis non. Excuse-moi, je me suis quand même débrouillée. J'ai passé 3 concours pour rentrer dans cette université. Je suis à 3e année, c'est pas possible. Là, j'ai galéré assez. Là, je vais pas partir, c'est pas possible. Il y a 2 ou 3 mois plus tard, il revient me chercher. Il savait où j'ai fait mes études. Il revient, il me ramène le billet d'avion. Et là, je parlais à mes parents, ils ont dit quand même, tu déconnes pas, tu prends ta valise et tu t'en vas. Mon père, il m'a dit un truc, tu vas voir la tour Eiffel, tu reviens, c'est pas grave. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, je vais faire ça. Vous aviez conscience de votre beauté singulière? Ça veut dire quoi, la beauté singulière? C'est une manière de dire que vous êtes très très belle et qu'on vous remarque. Ah, mais déjà, je pense toujours que c'est pas vrai, mais bon, soit si vous dites.
Non, j'avais absolument pas conscience, mais alors pas du tout. Et je sais que ça sent très cliché parce que les mannequins, souvent, elles disent. Je me suis pas sentie non plus pas jolie ou jolie, pas jolie, je gérais pas du tout ça. Je savais, seul truc, critère, à la limite, j'étais grande, mais attends, c'est un critère, mais il n'est pas suffisant. Donc vous arrivez en France, vous allez voir la Tour Eiffel ou pas alors? J'ai vu la Tour Eiffel et c'est vraiment la première chose que j'ai fait. Je me suis dit, allez, je vais la voir, j'en rêvais. La Tour Eiffel, c'est mon monument préféré. Je pense que je suis capable de me le tatouer sous mon corps. Je pèse mes mains. Je pensais d'ailleurs récemment. C'est vrai qu'elle est Oui. très très belle. Parce que c'est un symbole pour moi. Symbole de liberté que je pensais que jamais je vais avoir la chance de vivre. Symbole de début de ma nouvelle vie. Et c'est à chaque fois, je la vois, je suis remplie de joie. Elle peut être semi-cachée par les nuages, il peut pleuvoir, elle peut être tout sombre et noire, elle est toujours belle. Là. Lorsque vous arrivez en France, j'imagine que vous parlez pas un mot de français. Je parlais pas français, je parlais pas anglais. Non plus. Parce qu'à l'école, quand on a appris russe et du coup, je parle rien. La première chose que j'ai mis dans ma valise quand je suis partie de Tchécoslovaquie, j'ai pris ce petit livre que j'ai acheté. Comment apprendre anglais soi-même. Je l'ai lu, mâché, vomi, remangé, avalé, craché, remangé. Voilà. En 3 semaines, je parlais anglais. C'est incroyable. Vraiment. Quand même. Ma anglais horrible, mais au moins je me suis débrouillée. On pouvait vous comprendre et vous faisiez comprendre. Ah oui, j'ai vu récemment, j'ai fait l'émission C'est à vous, il y avait des extraits de mes passages à la télé. Je parle anglais, mais j'avais envie de pleurer tellement c'est affreux. Mais bon, au début... Donc au début, vous avez commencé par l'anglais? J'ai commencé par anglais parce que c'était la langue... Dans le métier, tout le monde parlait anglais. Et français, c'est venu vraiment très, très tard. C'est venu, en fait, avec la Croix-Rouge. Et avec la Croix-Rouge, ils m'ont dit, c'est quand même compliqué d'avoir toujours l'oreillette, là, comme c'est difficile de passer le message si c'est pas en français. Est-ce que tu peux apprendre français? J'ai dit, OK. Non, mais mon français... Et vous parlez très bien français. Non, j'ai appris phonétiquement et j'avoue que aujourd'hui, je suis feignante. J'aurais dû... À chaque fois, je me dis, je vais prendre des cours parce que je fais des fautes inadmissibles et c'est honteux. C'est quand même pas donné à tout le monde de savoir parler 4 langues comme vous. Parce que donc il y a le russe, le slovaque, le français et l'anglais. Et il y a tchèque et latin. Je parle latin, mais on a appris latin. Je parle un peu italien aussi. Donc lorsque vous arrivez à Paris, vous allez voir la Tour Eiffel. Mais surtout, qu'est-ce que vous ressentez? J'imagine qu'on doit être complètement perdu. C'est une toute autre culture. Non, mais en plus, vous ne connaissez pas le contexte. Moi, je suis une fille extrêmement timide. C'est que j'ai raconté dans mon livre, j'arrive même pas à acheter mon billet de train. Je ne peux pas dire bonjour, j'aimerais bien un billet de train parce qu'il fallait parler à quelqu'un. Il a fallu parler à quelqu'un, j'arrive pas. Je suis timide. On a du mal à imaginer ça. Non, si. C'est surprenant, mais on vous voit à la télé très à l'aise. Là, je suis à l'aise. Mais avant, je n'étais pas à l'aise. Bon, bref. Merci. Mais à l'époque, c'était compliqué. Et là, du coup, je me suis dit, je veux faire quoi? Je savais pas du tout qu'est-ce que c'était ce métier. J'avais pas la moindre idée. Et quand j'arrive à Paris, en plus, ils me disent, demain, tu vas faire des tests. Mais pour eux, c'est des tests de photos. Pour moi, c'est test culture générale. Tellement je suis loin de l'histoire. Je sors pour la première fois de ma vie de l'emprise quelque part de mon père. Et là, je me souviens comme si c'était hier. Je pose mes pieds sur le sol d'un pays de l'Ouest. Et je suis libre pour la première fois de ma vie. Et c'est vraiment moment par moment ma nouvelle vie commence. Et financièrement, comment vous avez fait? Parce que j'imagine que vous avez... j'ai pas d'argent. Vous arrivez, vous avez rien, quoi. J'ai rien, j'ai pas un sou en poche. Mon père, je pense qu'il est parti avec moi à l'aéroport, mais dans une autre voiture. Et il avait 3 sous à me passer. Et il était en retard, donc j'avais rien. Donc il y a cette agence qui est censée s'occuper de moi, mais moi, je ne vais jamais demander l'argent de poche. Donc, je passe les premières semaines, ou même 10 jours, je pense que je n'ai pas mangé. Rien. J'avais une copine avec laquelle j'ai partagé l'appartement. Et on s'achetait, je me souviens, on a économisé l'argent, ou économisé. Elle avait un peu de sous, moi, j'avais rien. Donc,
son argent, du coup. Et on s'achetait un gros pot de Nutella. Et on s'est dit, avec ça, on va vivre très longtemps. Donc, tous les soirs, une cuillère ou deux, basta. Et on s'est dit, bon, à la fin de ce pot de Nutella, on va demander, ou sinon on va rentrer. Ça va pas marcher sinon. Et alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé qu'à la fin, elle m'a dit, non, mais tu sais quoi, on va demander, après on va la rembourser à l'agence. Ce qui devrait faire automatiquement à l'agence, après. Mais sauf que, je sais pas, au début, c'était peut-être pas très bien organisé. Moi, juste l'idée que je vais me prêter l'argent et que je vais être obligée de rembourser de quoi à mon père. Ça vous tétanisait? Ah non, mais j'étais horrifiée. Mais bon, ça s'est très bien passé après. Et oui, donc après, il y a eu, j'imagine, le premier après, succès, le premier salaire. Non, c'était pas si vite que ça. J'avais un prêt, il fallait faire tous les tests. Parce que j'avais pas de book, il fallait faire toutes les castings possibles et imaginables, tous les trucs. Et je pense que mon premier travail est venu tard, 6 mois plus tard. Ah oui. Ouais, donc 6 mois, c'était pendant galère. 6 mois, vraiment. Oui, mais au moins, j'avais le prêt, je pourrais m'acheter. J'achetais mon premier soutien-gorge, je pense à Paris, car je ne possédais pas ce type de trucs de base, j'avais pas. Parce que là-bas, il n'y avait pas? Parce que là-bas, moi, j'avais pas besoin déjà, mais je sais pas, j'avais pas. D'un coup, je regarde tout le monde pour un soutif, donc je me suis dit, tiens, je vais en acheter un. J'avais 20 ans, je n'étais pas si jeune que ça, j'avais 20 ans. Et je me souviens que je passe des castings et je vois des mannequins. On dirait que je viens d'un autre monde. Je suis habillée dans les vêtements de pays de l'Est. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est que ce mode n'existe pas, en fait. C'est un truc c'est un déguisement. Et je vois d'autres filles et je me dis, non, mais il faut que je rentre, c'est pas possible. Il va falloir que il faut que je rentre. Non, je me suis dit, il faut que je rentre. J'ai l'air trop ridicule. C'était trop. C'était grotesque, vraiment. J'avais trop de honte, mais j'avais pas l'argent de m'acheter quoi que ce soit. J'ai acheté un soutif, mais c'était mon grand maximum. Il a fallu 6 mois. Après, mon premier job, c'était à Bahamas. J'ai passé 1 semaine ou 10 jours à faire des photos de petites robes sur la plage. Je me suis dit, c'est une blague, ils vont me vendre. Ça, c'est J'imagine ce qu'on doit ressentir dans ces moments-là. Trafic des humains, je sais pas, ça ne peut pas être réel. Je peux pas gagner autant d'argent en faisant ça. Et après, il y a eu cette carrière internationale. Vous avez fait la une de grands magazines. Tout ça est arrivé très vite. À ce moment-là, qu'est-ce que vous avez ressenti? J'imagine, ça doit être incroyable de passer de rien à cette situation vraiment irréelle. Mais c'était irréel, vous dites ça parce que c'est vraiment vrai. On ne peut pas comparer, on ne peut pas gérer vraiment. Ça arrive rarement déjà. Je savais que c'était un cadeau. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas blasée de ce qui m'arrive. Vous réalisez toujours pas, en fait, quelque part. Si, mais j'apprécie. Je sais que c'est... Tous les jours, je dis merci. Tous les jours, je me dis, mais pourquoi moi ? Vous avez sans cesse su vous réinventer. Voilà, une carrière de mannequin, on sait que ça passe assez vite. Il faut tout de suite penser à l'après. J'ai l'impression de ce que vous me disiez, que vous n'avez pas forcément réfléchi et que vous vous êtes laissé guider par votre instinct. Oui, c'était instinct. C'était parce que je ne connaissais pas qu'est-ce qu'il fallait vraiment faire pour réussir une carrière. Je ne savais pas, moi. Donc, j'étais bien sûr aidée par les agents qui m'ont guidée dans un sens, mais aussi... par ma personne. Je ne pouvais pas tout faire des choses qui me correspondaient pas. Après, les Français m'ont tellement adopté, j'ai envie de dire. Ils m'aiment tellement, mais je sais pas pourquoi. C'est vrai. Non, mais c'est fou, non? Les gens vous aiment beaucoup. Je suis pas prétentieuse, mais c'est une vérité, vrai? Parce que je suis quand même étrangère. Je pense que c'est aussi beaucoup grâce à cette immense histoire de Coupe du Monde 98, bien évidemment. C'était tellement énorme, et en plus j'arrive... Les femmes de footballeurs n'existaient pas avant. Je pense que j'étais la première. Vous étiez la première. Ouais. C'est fou ça, en plus. J'ai pas fait exprès non plus, hein, Christian. Je l'ai rencontré à l'aéroport, donc je savais même pas qui c'était. C'était pas du tout calculé. Tiens, un footballeur, joli. En plus, ma grand-mère m'a toujours dit, ne te choisis pas des footballeurs, ils ont des jambes arquées. Ma grand-mère m'a toujours dit ça. J'ai dit non. Vous n'aviez pas fait attention aux détails. Elle était plus là, mais j'ai dit à ma mère, mais il a pas les jambes arquées, hein. Donc c'est cool. Je peux y aller.
C'est vrai que vous avez participé à toute cette euphorie autour de 98. Je pense que ça fait quand même un truc parce que... Même si on a gagné une Coupe du Monde depuis, 98, ça reste quand même c'était le premier, une date très très marquante pour tous les Français. Ouais. Et moi, même à l'époque, je savais pas. Qu'est-ce que j'étais naïve, c'est un truc de fou parce que moi, je suis un mannequin que j'étais déjà connu bien en Italie, je fais des trucs, je rencontre Christian et c'était genre et tu fais quoi comme métier? C'était ma première question, tu fais quoi dans la vie? Il m'a dit je joue au foot. Et je dis mais non, mais pour gagner ta vie tu fais quoi? En fait pour moi c'était même pas un métier. Je lui dis non mais c'est tout. Je dis ah ouais. Et après il me dit bon il y a un truc en France, je vais jamais oublier. Il y a un truc, il y a une compétition en France de foot, c'est la finale. Je dis ah ouais. Mais c'est quoi? C'est important? Je dis, viens, ça va être cool, viens. Je dis, t'es sûr? Mais ça dure combien de temps? On verra, mais viens. Je dis, t'es sûr? Non, mais je ne mesurais pas du tout. C'est fou. C'est dingue. Mais c'est bien. Quelques années après de se souvenir de ça, ça devait être ça quand même. Et là, j'ai parti ici, je me dis, tiens, vous êtes pas mal quand même. C'est pas mal ton truc là de foot. Finalement, d'accord. Ça me plaît bien. Oh là là, incroyable. Comment est-ce que vous avez réussi cette bascule entre la figure de mannequin invité sur les plateaux télé dans son rôle de mannequin et quelqu'un qui devient une animatrice aussi et qui n'est plus seulement un physique en fait? Non, mais là, je vais vous rentrer dedans parce que j'aime pas ça. Ah, oh mince, Adrienne. Ah, non, mais c'est pas grave. Parce que, je vais vous dire un truc. Ça veut dire, moi, j'ai 20 ans. J'arrive de nulle part. Je fais ma carrière de mannequin. Vous allez me dire, vous êtes un cintre. Très bien, c'est pas grave. Je gère ma carrière. Je gère mon argent. Je gère mes déplacements. J'ai 20 ans, hein. Mm-hmm. J'ai personne autour de moi. Je me démerde. Oui. Et après, quelqu'un va me dire « Ah, mais c'est cool, maintenant vous n'êtes pas que belle. » Et j'ai envie de vous dire « Et si j'étais que belle ?» C'est pas assez? Vous allez me jeter dans une poubelle? Non, mais vraiment. Ben non. Voilà. Mais pourquoi on s'acharne sur des jolies femmes de cette manière? Je trouve ça un peu discriminatoire. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai, vous avez raison. Parce que j'ai rien à prouver. J'ai adoré mon métier. Mais on vous invitait aussi sur les plateaux télé. Je comprends ce que vous allez me dire. C'était quand même une autre époque. C'est un compliment que vous me donnez. C'est sûr que vous pensez pas mal, mais c'est un compliment, je sais. Mais quelque part, ça me dérange. Non, mais c'était effectivement comme la réaction comme aussi. Comme si tout ce que j'ai vécu, tout ce que je suis, je gagne ma vie, et que c'était pas assez. C'est plus, ce que je voulais dire, c'était plus sur l'image et d'ailleurs le poids que ça a dû être d'être invité sur ces plateaux télé au départ juste parce que vous étiez ce physique en fait, je pense. Oui, j'étais invitée pour le physique plein fin au début. Au début aussi pour témoigner comment c'est, un petit peu, mais... jolies femmes où je mannequin, comment ça marche et tout. C'était une autre époque, maintenant ça se passe plus comme ça. Oui. Mais... Dans mes souvenirs, c'était quand même... voilà. Et après, c'était... encore une fois, je pense que c'est un mélange d'opportunités, chance et des rencontres qui font que... Bien et sûr. Que je suis encore une fois très, 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 très reconnaissable parce que tout ce travail m'a permis de vivre des expériences incroyables que je prends pour moi-même. C'est des expériences perso. Et après, vous me dites, qu'est-ce que ça fait? Moi, c'est encore un autre cadeau pour moi. Est-ce qu'il y a des situations un peu complexes que vous avez dû vivre? Je pense notamment à des moments où on est sur un plateau télé, encore une fois, où on se prend dans les dents une réaction, une remarque sexiste. Est-ce que ça, c'est des choses qui vous ont pesé? Et comment vous réagissiez face à ça? Ça m'est arrivé. Et à l'époque, je ne savais pas réagir parce que... réagir... Aujourd'hui, ça aurait été une autre histoire. Avant, c'était vraiment très compliqué pour moi car j'avais un décalage par rapport à ma langue. Je suis étrangère et juste sur les plateaux, vous savez comment ça marche, c'est très rapide. Ça va très vite. Et de capter déjà moi pour comprendre. D'être rapide
passer message parce que souvent je passais pour la promo, par exemple la Croix-Rouge. Juste pour la passer, pour moi c'est une épreuve. J'ai vu les rediffusions dans une émission où quand j'arrive sur le plateau, à l'époque j'avais 20 ans, donc des sifflements quand on siffle une jolie femme dans la rue. Genre voilà, tu es jolie, gna gna. Bon, bref, mais c'était quand même Très sexiste. Très sexiste. Et moi je réagis pas car je comprends pas. Je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas dans quel contexte, j'ai 20 ans. Donc je peux pas agir et du coup on voit la situation, j'imagine. Moi j'étais mal à l'aise pour moi-même. Mais après moi je vois une jeune fille à la télé, je vois un enfant presque. Donc je pense que les gens qui sont un peu intelligents, ils vont juger de cette manière et pas une autre. Mais aujourd'hui ça aurait passé autrement. Déjà je parle mieux français. Je peux comprendre et je peux me défendre. Et on laisserait plus passer ce genre de situation, fort heureusement. On parle évidemment beaucoup de la télé parce que c'est quelque chose d'important dans votre carrière. Quelle a été votre première émission? Comment tout a commencé? Quelle a été la proposition qu'on vous a faite? Je me souviens, je suis dans un magasin de lingerie où... Non, c'était Monoprix. J'achète ma culotte, vraiment. Alors, il y a une histoire avec le soutien-gorge, la culotte. Ou soutif, je sais plus, est-ce que c'était soutif? Ah non, mais c'est l'histoire de soutien-gorge, ils me suivent. Hein. On va parler de Wonder Brown, qui a changé ma vie aussi. Mais j'achète mon sous-vêtement et il y a un mec qui vient me parler, que je connais pas, et il m'explique un truc en français. Je parle un tout petit peu, mais à la limite. Et il m'explique, alors j'ai un concept pour une émission. Et vraiment, j'aimerais bien vous voir comme la première personne parce que vous incarnez tout ce que j'imaginais. Bref. Et moi, j'ai le soutif ou la culotte dans ma main. Je suis mal à l'aise. Je connais pas le mec. Donc, je lui dis, monsieur, je vous connais pas. Voilà. Mais j'ai filé quand même le numéro de mon agent. Et très bien. Et je suis partie. Et ça se trouve que c'était Frédéric Lopez pour l'émission La Terre Inconnue. C'est à moi qui propose cette émission première et je ne vais jamais oublier ce moment. Et donc le jour, je le fais. Chez Monoprix. Ça a changé ma vie et ça a changé aussi mon destin, cette émission. Parce que tout ce que j'ai fait après cette émission avait un lien avec celle-là. Avec cette émission. À chaque fois, un producteur ou quelqu'un qui me propose quelque chose, c'était « Je vous ai vu dans La Terre Inconnue ». Et du coup, j'ai pensé à un truc. C'est fou, hein? Toute ma carrière audiovisuelle, c'est le point de départ et ça a été le fil Ça a rouge. commencé là-bas, oui. C'est fou, hein? Même le pouvoir extraordinaire du commun avec Michel Simès, la productrice est venue me chercher avec cette émission comme référence. C'est dingue. Donc, vous formez ce duo avec Michel Simès depuis 2012, je crois, dans les pouvoirs extraordinaires en tout cas, ça du fait 11 ans. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette relation avec Michel Simès? Il y a quand même 12 ans que ça dure. 11 ans, pardon, que ça dure. C'est encore un cadeau. C'est une rencontre qui a aussi changé votre vie, j'imagine. C'est un truc de fou parce qu'une fois auparavant, j'ai participé à son émission de santé. Je sais pas, j'ai été invitée en tant qu'ambassadeur de la Croix-Rouge. Et je me souviens que il me reçoit et il me montre la photo de moi. Il me dit ouais, je suis content parce que vous êtes jolie. Bon, bref. C'était un truc, et ce jour-là, je me souviens, j'étais en retard pour cette émission et j'avais pas le temps de m'apprêter. Et je déteste décevoir les gens. Et comme je savais, parce que mon agent, il m'a dit, écoute, ce mec, il t'aime bien, donc il t'a invité dans ce magazine. Bref, moi, je vais être à la hauteur, donc je demande des choses, je voulais m'apprêter un peu bien. Et là, j'étais dégoûtée parce que j'étais en retard et j'étais pas belle, mais alors du tout. Donc, je me suis dit, oh là là, je vais décevoir le mec. Bon, c'est pas grave. Sa vie va s'écrouler. Non, mais bref. Donc, je me souviens que c'était pas bon, ce truc. Mais bon, il était content, hein, il a rien vu. Il était content. Et après, il me propose cette émission, la productrice, et ils me disent... Et du coup, on a pensé à quelqu'un qui pourrait t'accompagner dans cette émission. Et on a pensé à cette personne-là. Et c'était Michel.
Donc je me dis, ah, mais le pauvre. Oui, on le plaint, on le plaint. Je me suis dit, ah, c'est cool. Donc je le connais un peu de loin. Je me suis dit, ok, super. Michel, il est extraordinaire. C'est vraiment un bonbon. Ce mec, c'est un cadeau. Non, Michel, il est incroyable parce que là, maintenant, on est vraiment très amis. C'est mon grand frère. Il est pote avec mon ex-mari. On passe des vacances de temps en temps ensemble. Je connais sa femme, c'est un amour. Ma fille, je me demande si elle n'est pas amoureuse de son fils. Bon, bref. Mais Michel, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un de fidèle. Qui est fidèle, qui est serviable, qui est là quand on a besoin. Un moindre souci que j'ai, moi, souci de santé, ou souci de il me faut ça ou ça ou ça, ou s'il te plaît, conseil d'amis, il est là. Et je peux tout lui dire. Vraiment. Et ça, c'est précieux. Ça dépasse la limite de l'émission ou tout ce que vous voulez. C'est vraiment un ami. Cette émission-là, qu'est-ce qu'on a adoré, qu'est-ce qu'on se marrait, oui, je pense que vous marrez beaucoup. Qu'est-ce qu'on a vécu. Oh ah non, mais je pense pas que ça existe un équivalent à la télé. Je pense qu'on a une chance, mais alors inouïe, parce qu'on voyage en plus. Oui. Ben, ça s'est arrêté d'ailleurs. On a fait la dernière émission. C'est mon Dieu, qu'est-ce que c'était bon, émouvant et bon. Oh là là, qu'est-ce que ça m'a manqué. Ça a manqué terrible. Vraiment. Il va y avoir avant et après, c'est sûr. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est la vie. Qu'est-ce que vous avez appris à travers cette émission sur votre corps, votre santé, votre mental? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont aidé vraiment personnellement dans la vie? Cette émission a changé aussi ma vie sur le plan de santé. Car moi, j'ai 3 ans en médecine. Michel, il est médecin. Ma mère est médecin. Donc, cet univers de santé, je le connais. On était hallucinés par des nouveautés, par des découvertes, par des trucs qui nous surprennent par rapport au corps humain. Et forcément, puisqu'on est les premiers témoins, ça nous influence, nous les premiers. Et du coup, on est le premier cobaye. Moi, juste au début de cette émission, je me souviens, mon ex-mari, grâce à quelques conseils qu'on a appris, qu'on a compris, ou qu'on a appliqué, grâce à cette émission, c'est que mon mari il a perdu 20 kilos. On a changé complètement notre mode de vie, notre manière de s'alimenter, de faire l'activité physique, de bouger, de réfléchir. Aussi, oui, réfléchir parce que cette pensée positive est quand même très présente. Cette émission m'a fait une éducation de santé. Vous disiez, cette émission, elle va s'arrêter. Quelle est la suite? Parce qu'on pourra quand même espérer revoir le duo Adriana Carambeu, Michel Simès. Mon Dieu, oui, vous allez nous voir en vacances en train de pêcher, je sais pas, quelque part en Espagne. Non, j'en sais rien, c'est encore imprévu. Et c'est joli d'avoir une vie qui avec tous les imprévus dedans. Pour l'instant, on ne sait pas. On sort d'un truc qui est quand même très très long et on verra la suite. J'aurais tellement aimé. Peu importe la manière. Une fiction peut-être, ça pourrait être sympa. Je me vois bien, on se voit bien parce qu'on en a parlé d'ailleurs. Tous les deux dans une fiction. Oui, ça serait trop bien. Lui, il se débrouille plutôt pas mal. Moi, j'en ai fait quelques-unes. Ça peut marcher. Vous en avez fait quelques-unes, donc ça peut marcher. Si quelqu'un nous entend, voilà, message subliminal. Le message est vraiment passé là, je pense. Appelez Adriana et Michel, ils sont partants. On est très partants. Bon, en tout cas, c'était une très belle aventure et vous gardez que du positif. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même grâce à cette émission, sur votre mental? J'imagine quand on mène une carrière comme la vôtre, il doit y avoir aussi pas mal de stress. Enfin, je ressens pas trop de stress en vous parlant. Vous m'épatez d'ailleurs. Ah mais bon? Quel est votre secret pour ne pas être stressé? Ça va m'intéresser, ça va intéresser beaucoup de mes auditeurs. Alors, je ressens une force tranquille et une sérénité. On se sent très bien. C'est vrai. Ouais. Parce que ça c'est encore un truc. Un cadeau, mais il y a que des cadeaux. Mais je sais pas si j'ai mérité, mais j'ai plein de cadeaux dans ma vie. Mais celui-là, c'est le plus grand, le plus énorme qui soit. C'est la naissance de ma fille.
Et là, ça commence. C'est que ma vie a recommencé à ce moment-là. Encore, c'est la quatrième, deuxième, troisième, c'est la deuxième fois. Je quitte mon pays, et là, c'est le troisième. Ma fille. Parce que je quitte mon pays, je suis un enfant battu. Donc, c'est compliqué pour moi. Je me reconstruis très bien, mais j'ai quand même très peur. J'ai peur de plein de trucs. Le frein le plus incroyable dans la vie, c'est d'avoir peur. Le jour que ma fille était née. On voit les choses autrement. Non, mais attends, j'arrive, je suis une lionne. Une lionne qui arrive, qui débarque, mais du jour au lendemain. C'est que moi, j'ai créé un peuple. Peuple d'une personne, soit, mais pas grave. C'est tout on est deux. Ouais. Voilà, on est deux, donc un peuple. C'est moi qui ai créé. Oh. Ah non, mais tout a changé. Je pense que c'est question des hormones. Je sais pas, je m'en fous. Depuis ce jour-là, j'ai pas peur. Et là, depuis ce moment-là, c'est trop bien. Ma fille m'a tout donné, tout apporté. Genre, ma fille, c'est un miracle. Et quand elle a 5 ans. Elle va avoir 5 ans au mois d'août. Mais quand on dit que notre vie, ça change avec les enfants, c'est... alors, dans mon cas, s'il vous plaît, il fallait me prévenir vraiment, parce que là, ça change tout. Mais tellement bien, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait avant ? Qu'est-ce que j'ai fait sans elle ? C'est pas pareil. Comment vous arrivez à gérer, parce que vous êtes souvent loin d'elle avec les tournages? Là, parce que j'ai passé mes premiers 3 ans, j'étais qu'avec elle 24 sur 24. Et là, c'est vrai que je travaille, c'est assez compliqué, car je travaille pas dans la même ville, ni dans le même pays, ni sur le même continent. Il faut venir vous installer à Paris. Oui, Paris, mon amour, j'adore Paris. Pourquoi ne pas venir s'installer à Paris? Parce que son papa est à Marrakech, donc on fait des trucs. À Monaco, c'est notre maison, donc c'est compliqué, mais ça s'organise. Jusque-là, ça s'organise. Je fais des courts séjours pour... Je cavale, en même temps, je cavale. Vous êtes toujours dans l'avion, dans le train. Je me suis dit, je me suis dit, un jour, je vais me poser, je vais avoir ma maison et je vais arrêter de bouger. En fait, non. Gypsy jusqu'au bout, toujours à l'hôtel et toujours dans les avions. Mais c'est pas grave. Après, je m'adapte. C'est la vie que vous avez choisi de mener, comme voilà, on dit. la vie a choisi pour moi et c'est pas grave et je m'adapte et finalement, c'est cool. C'est un peu rock'n'roll, mais il y a beaucoup d'adrénaline ce qu'ils me font pour ma vie et ça va, ça se gère encore. Jusqu'à-là, ça se gère. Je me demandais comment vous viviez le fait de prendre de l'âge, de vieillir. Comment est-ce que vous vivez ça et est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Alors, j'ai vu ma première ride, j'avais 40 ans. J'ai pas aimé. Si, ouais. Après, elle était toute petite, hein. Mais elle était là. Qu'est-ce que vous faites, des injections Non, mais je vous pose la question franchement, on va pas tourner autour du pot. Est-ce que vous faites des petites choses pour... Regarde, j'ai tous mes rides. Ils sont là, hein. Pour l'instant, ça va. Je fais beaucoup de sport. Je me suis dit, je vais investir dans les méthodes douces. Donc, beaucoup de sport. Je fais 6 fois par semaine. Ça, c'est 1 heure. 1 heure, je me dis, tu trouves 1 heure. Mon corps, depuis 2 ans, là, j'ai commencé il y a 2 ans, mon corps s'est transformé. Donc ça, c'est un truc qu'il faut faire quand on commence de vieillir. Tout ce qui est crème compagnie, j'ai pas énormément investi. J'utilise la crème de ma fille. Peut-être dommage. Je sais pas. Non. Mais si, parce qu'apparemment, il faut commencer à 30 ans. Mais bon, je fais pas. Maintenant, avant-hier, non mais attends, avant-hier, j'ai fait mon 2e soin de visage de ma vie. C'est pas vrai. Si, c'était bon. Et mon visage, ma peau était vraiment très belle après. Donc j'avoue que voilà, j'aurais dû faire avant. Mais j'avais pas le temps, ou j'ai pas pensé. Quand on est jeune, on ne pense pas. On s'est dit, tiens, je me suis regardée dans le miroir, je me dis, tiens, tout va bien. Même on a fait quelques émissions avec Michel Simès, il y a des choses qui marchent très bien. On n'est pas obligé tout de suite de faire une chirurgie esthétique. C'était très ça, à la mode. Vous en pensez quoi? Parce que ça, c'était tellement à la mode. Oui, c'est plus du tout à la mode, c'est vrai. Là, c'est passé. Hein. Donc, je pense que il faut... Franchement, je pense pas qu'on a une solution. Il faut accepter l'âge. Et accepter l'âge, ça veut dire que ça veut pas dire qu'on est malheureux, qu'on se retrouve à la poubelle. Non, on peut tomber amoureux à 50 ans. On peut avoir une vie de famille magnifique.
On peut être heureux même si on est célibataire, même si il y a quelques pépins dans notre vie, on essaye d'être bien, d'être joyeux, voir des amis, de s'amuser, de trouver. Parce que si c'est de pleurer parce qu'on a 50 ans ou 60 ans ou 70 ans, c'est là où on rate le moment précieux. Donc on a parlé de vos projets télé. J'aimerais que vous me parliez aussi des business que vous menez en parallèle, notamment cet hôtel à Marrakech, je crois. Oui, racontez-moi cette aventure. On en parlait au début, mais ce lien avec cette aventure incroyable parce que on l'a construit avec mon ex-mari et au début on voulait faire notre maison. Et mon ex-mari m'a toujours dit oui, mais il y a des copains qui vont venir, il y a celle-là et celle-là et celle-là. Et je lui dis un jour, mais fais ton hôtel, fais un hôtel. et le lendemain, il s'est réveillé, il me dit bah ouais, en fait, on va faire ça. Incroyable. Et on a construit un truc incroyable. Et nous ne sommes pas des hôteliers. C'est notre premier hôtel. Et on avait l'habitude de voyager, de voir vraiment des lieux incroyables. Nous, on aime tous les deux des endroits qui sont beaux. On aime tous les deux passer des vacances dans un lieu où on se fait chouchouter, où on se sent privilégié. Et du coup, on a créé cet univers d'espèce de maison particulier où ça se passe comme dans un rêve. Nous sommes au Le Château aujourd'hui et puis on a reçu plein de prix. On a reçu le prix de Versailles d'architecture et design de plus beau restaurant du monde, plus belle suite du monde. Et incroyable. Là, c'est trop bon. Il y a eu toute cette médiatisation autour de vous. Est-ce que parfois ça a été lourd à porter? Toutes les questions sur votre vie privée notamment. Est-ce que c'est quelque chose qui revient dans chaque interview? Mais comme quoi? Votre couple, vos histoires d'amour Oui, je pense que c'est un prix à payer. C'est un prix à payer. Après, moi-même, je raconte ma vie. Je suis assez à l'aise avec ça. Je raconte mon vécu et mes bonheurs. Je suis très pipelette, moi. Je raconte tout. On se parle depuis combien de temps? Ah oui, voilà. Je vais pas la durer. Ah non, c'est un truc de fou. Moi, enfant, je parlais pas. Après, j'étais très timide. Là, je suis timide ou je suis pas timide? Non, ça va. Non, vous n'êtes pas timide. Apparemment, je suis pipelette. C'est un truc je me dis ça. Mais on passe un très bon moment, je tiens à vous dire. C'est très sympa. Non, mais je raconte comme je vis quelque chose qui est fort. Des moments, par exemple, même sur ma vie privée, sur mon compagnon ou sur ma fille, j'ai envie à raconter à tout le monde parce que c'est fort. J'aime bien parler, j'aime bien extérioriser, même si moi, j'arrive pas. Il y a un revers parfois, voilà. Il y a des choses. Vous êtes séparés il y a pas très longtemps. J'imagine qu'on n'a pas envie d'en parler. C'est pas vraiment le cas. Je sais pas. J'aime toujours dire. Je dis toujours que les mots qui restent, qu'on n'arrive pas à dire, ils blessent notre âme. Il faut les sortir. Moi, je fonctionne comme ça. J'aime dire les choses bonnes et mauvaises. Il n'y a rien aucune garder. question taboue. Ouais, ça dépend. Bon, apparemment, je n'ai. Alors, si j'en ai posé une, j'en ai mal formulé une, mais alors, non, je vais. Essayer. Une question taboue? Oui. Moi, j'en ai pas. Bah voilà. Parce que je les pose toutes, en fait. Bah voilà. Je me sens libre de les poser. Je réponds à tout. Et puis, si vous n'avez pas envie de répondre, c'est tout à fait votre droit aussi. Je sais pas, je me suis peut-être habituée des questions de médias et des gens que je connais pas. Je dis, c'est pas grave. Vous êtes à l'aise et vous savez. Je suis à l'aise parce que c'est aussi, je fais pas la différence. C'est peut-être un défaut. Je fais pas la différence entre des interviews de trucs privés. J'aurais dû, mais je suis pas une personne différente devant les caméras ou devant la presse. C'est pas du paraître. Voilà, c'est pas paraître. Sinon, j'ai l'impression que je triche sur ma vie ou je me déguise. Je me déguise pas, moi. En tout cas, il y a quelque chose quand même. Je me souviens qu'on avait vu votre hôtel dans 50 Minutes Inside il y a quelque temps. Et le visage de votre enfant était flouté. Ça, c'est quelque chose... pas flouté, mais en tout cas, on le voyait jamais son visage, je crois, à votre petite. Après, c'est marrant. Moi, j'aime pas la montrer pour me préserver. Je montre très rarement. Là, je fais couverture gala avec elle, mais je sais qu'elle grandit encore et que ça
passe. Voilà, on peut pas... Ça passe, mais sur les réseaux, par exemple, moi, je le mets de dos ou de profil. Rarement, on la voit. Mon mari fait le contraire. Après, c'est le choix de chacun. Mon ex-mari fait le contraire, mais j'aime bien la protéger. Elle prend pas sa décision elle-même. C'est moi de la prendre. Du coup, par sécurité, je préfère ce choix. On va finir par quelque chose qui est très très important pour vous. C'est vos engagements et votre rôle d'ambassadrice pour la Croix-Rouge. Ça fait combien de temps que vous êtes ambassadrice de la Croix-Rouge? Ça fait plus de 20 ans, je crois. Ça fait 24 ans que je suis ambassadrice de la Croix-Rouge. Un truc de fou. Est-ce qu'il y a déjà eu une personne aussi longtemps ambassadrice de la Croix-Rouge? Je pense pas. Hein. En fait, avant moi, il n'y avait pas. Il n'y avait pas, vous C'est êtes la encore première. un truc. Voilà. Il y a toujours un truc. Avant, il n'y avait pas la Croix-Rouge, il n'y avait pas ambassadeur. Symbole, Ah non, mais c'est un truc. Et c'est que j'ai commencé à faire mon premier engagement, c'était pour les mines antipersonnelles. C'était en 1999. C'est juste après Coupe du Monde, donc les mines antipersonnelles très liées au foot, car les membres des gens ont été amputés. Et du coup, le foot s'engageait pour cette cause, ce qui est logique. Et après, je me suis dit, c'est trop dommage, la Croix-Rouge. Non, il y avait une autre. Ça, c'est la première approche. Et deuxième approche, voilà, incroyable. La Croix-Rouge française voulait faire une pub sur les gestes qui sauvent. Et quand on fait les gestes qui sauvent, il y a des points d'appui sur le corps humain. Et le corps humain sur lequel on apprend les gestes qui sauvent, c'est un mannequin en plastique, on parle. Et d'où vient le jeu de mots entre mannequin en plastique et mannequin réel. Il y avait une personne qui s'appelle Sophie Baudin, d'ailleurs, de chez la Croix-Rouge, qui a trouvé rigolo ou intéressant de trouver un vrai mannequin qui a un lien avec soit la médecine, soit l'univers de santé. Elle m'a trouvé moi. Et c'était incroyable parce qu'au début, je me suis dit non mais c'est pas possible. C'était la pub, on fait un travelling sur mon corps où je suis habillée en maillot de bain, tout petit maillot de bain. On fait un travelling comme si j'étais mannequin en plastique et on monte des poids d'appui. Et je me dis ah non mais quand même pas, c'est la Croix-Rouge, ils vont utiliser moi en maillot de bain, c'est bizarre. Franchement, je voyais pas comment je pourrais faire ça. Quel était le message, oui. Oui. La pub est extraordinaire. Heureusement que je l'ai fait. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je m'engageais à fond la caisse. C'est pas possible que ça se termine sur ça. C'est pas assez pour moi. En sachant toute mon histoire de mes études, ma mère est médecin, ma grand-mère elle était infirmière, tous les deux faisaient partie de la Croix-Rouge. Je me suis dit, là, c'est mon univers. Il faut absolument que je rentre dedans. Donc c'est la première fois que je gratte à une porte quelque part, je pense. Quelle belle histoire. Fou, hein? C'est important pour vous. J'adore, ouais. Je suis fière. Je suis fière parce que c'est encore une autre famille. J'ai appris tellement de choses. Je me sens utile. Je me sens moins égoïste parce que mon métier est quand même très égocentrique. Quels sont vos projets alors? Est-ce que c'est toujours une aventure. Hein. Encore une fois, j'ai rien prévu. Mais là, ça c'est de mentir. Là, je finis un tournage sur une chaîne, je peux pas dire laquelle. Oh, mince. Sur autre part que France Télé? Oui. Wow. Et comment? Sur que France Télé? Autre part que France Télé? Sur une autre chaîne du groupe France Télé, que le groupe France Télévisions? Oui. Et une autre émission que je vais tourner en septembre, et ça, c'est France Télé. Que des secrets, vous pouvez pas nous dire. Alors, franchement, je peux pas. Sinon, je vais me faire virer, c'est pas bien. Non. Si vous n'avez pas le droit de dire. C'est cool. Après, je projette dans la mode. J'ai signé quelques contrats. Non, mais vraiment, là, je me régale. Ça va être chouette. Et c'est un truc de dingue parce que vraiment, je prends plus de plaisir que quand j'avais 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Parce qu'encore une fois, n'oubliez pas que ma vie a recommencé depuis la naissance de ma fille. C'est pas pareil. Je kiffe trop. Et j'ai 51 ans. Alors, c'est encore un cadeau. Ça, c'est
Ça, c'est le Graal. Et là, cette rentrée télé, vous la voyez comme une nouvelle renaissance professionnelle? Non, c'est encore... Parce que c'est quand même la fin d'une aventure qui a duré 11 ans. Oui, ça s'est terminé, mais voilà, que je me suis dit, tiens, bah voilà, la télé, c'est fini pour moi. Eh ben non, c'est un truc de fou. C'est pas grave. La vie nous amène toujours des choses. La vie est pleine de surprises, des jolies surprises. Après, il y a aussi des obstacles. Il y a aussi des choses contre lesquelles on peut difficilement lutter, ça c'est la vie, malheureusement. Mais maintenant on parle que des belles choses et il y a toujours des belles choses quelque part. C'est trop bien. Je pense que c'est un bon mot de la fin. Merci beaucoup Adriana, merci infiniment. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, soutenez-nous sur toutes les plateformes en vous abonnant ou en mettant des petites étoiles. Et retrouvez plus d'épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!